Bonjour professeur Roussin, vous êtes Bonjour. une des sommités dans la lutte contre le coronavirus, président du comité d'urgence coronavirus de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Vous êtes aussi membre de la cellule de veille mise en place par l'Académie nationale de médecine. Je voudrais juste citer, parce que vous publiez l'ouragan sanitaire aux éditions d'Il Jacob, mais juste les toutes dernières lignes de votre bouquin, vous dites alors seulement, donc après l'ouragan du virus, les enfants, les petits-enfants, les mouvements, les rassemblements et le ciel bleu. J'ai envie de vous dire, oui, on a tout ça là. On a les rassemblements, on a le ciel bleu, on a tout ça, mais on a encore l'ouragan. L'ouragan n'est pas fini. Un petit peu, c'est un peu ça. Je pensais à une succession, mais il s'avère que c'est peut-être plutôt une accumulation. On a l'ensemble aujourd'hui. On a le ciel bleu, mais on a encore l'ouragan. C'est vrai qu'en France, la situation c'est clair, mais la pandémie n'est pas finie. Oui, c'est-à-dire qu'on fait croire que l'ouragan est fini. C'est pour ça qu'il y a des rassemblements de jeunes. On voit Place des Invalides, on voit partout dans Paris des rassemblements sans masque, sans mesures barrières. Voilà, je pense qu'il faut rester prudent quand même. Hein. Prudent. Ça veut dire Ça veut dire que la circulation du virus dans le monde est loin d'être terminée, même si la situation s'améliore en France, dans l'ouest de l'Europe actuellement. Il faut être prudent parce qu'effectivement, le variant actuel plus contagieux, pourrait, disons, continuer à circuler alors que la population n'est pas véritablement suffisamment vaccinée et qu'elle abandonne de manière un peu trop précoce les gestes barrières. Donc, il faut être prudent. Oui, ça veut dire quoi? Ça pourrait reprendre quand? En septembre, l'épidémie? Bon, je ne veux pas faire de prédiction, mais je crois qu'il faut qu'on se prépare de toute façon à cette éventualité pour que si elle survient, eh bien, on prenne des mesures comme ça a été fait dans les mois passés pour ralentir la circulation du virus. Oui, mais beaucoup disent c'est plus la peine de garder le masque à l'extérieur, n'attendons pas la fin du mois. Alors, la fin du mois, on verra la décision qui est prise. Moi, je reste convaincu que les grands rassemblements de personnes se tenant près l'une de l'autre, c'est une situation à risque et que dans cette situation-là, il vaut mieux un facteur de réduction de risque et le port du masque. Alors, est-ce que la situation se sera tellement améliorée fin juin qu'effectivement on pourra y renoncer? C'est à voir. Mais là, on n'est pas fin juin. Hein. Oui, donc vous pensez qu'à la fin du mois, on ne va pas retirer le masque partout dehors? Je ne sais pas. Ça dépendra de l'évolution de la situation, de la circulation du variant Delta en France. Est-ce que sa circulation s'accroît ou pas? C'est difficile de prédire comment ça va se passer. On conteste toujours les mesures, mais par exemple, 23 heures, couvre-feu, c'est de plus en plus mal compris, notamment par les jeunes qui se demandent à quoi ça sert. Écoutez, il y a quand même un fait, c'est que les mesures de confinement ont eu un effet sur la transmission du virus. C'est incontestable. Et donc, et c'est un peu une des armes dont on dispose avec le vaccin. Donc, tant qu'on n'a pas une couverture vaccinale qui atteint 70-80%, il faut bien recourir à ce type de mesures. Oui, et on voit bien que beaucoup, notamment les jeunes, ne veulent pas se faire vacciner. Ce sera difficile d'atteindre l'immunité collective. Eh bien oui, c'est la raison pour laquelle la question pourrait se poser, et se pose peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on n'a peut-être pas encore assez de vaccins, mais pourrait se poser de l'obligation vaccinale, peut-être pas pour tous, mais pour certaines catégories. C'est pas normal que des professionnels de santé dans des établissements médico-sociaux, que des personnes âgées, ne soient pas vaccinés. C'est un problème. Oui, ou des jeunes qui vont rentrer à l'université. Par exemple, ça permettrait sans doute de reprendre une activité universitaire dans de meilleures conditions. Vous êtes partisan de l'obligation vaccinale dans certains cas? L'Académie de médecine a envisagé cette solution comme étant une solution certainement à étudier et à mettre en œuvre si la nécessité se faisait jour. Oui, et en même temps, la France est plutôt un bon élève de la vaccination. La France n'est pas un mauvais élève, mais 30 millions de primo-vaccinés, on est loin de 80% de couverture vaccinale à 2 doses dans la population. Est-ce que ce vaccin, Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca ou Johnson & Johnson, protège de ce fameux nouveau variant dont vous nous dites qu'il est extrêmement contagieux? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a tous les arguments pour penser que ça protège de la maladie, des formes sévères de la maladie, que ça limite le risque de contagion. Bon, les nouveaux variants qui sont émergés depuis peu de temps, il reste à étudier, effectivement, que le vaccin permettra bien de limiter la transmission du virus au sein de la population. Mais disons qu'on n'a pas aujourd'hui de raison d'en douter, mais c'est à démontrer encore. Oui, ce qui est incroyable, professeur, c'est que dans ce livre, vous nous dites « j'ai pas été surpris, on n'avait rien préparé ». Et là, je vous dis, je crains qu'on va recommencer le monde d'après, alors qu'il va y avoir encore d'autres virus, vous dites.
On s'était préparé entre 2005 et 2010. Ensuite, c'est vrai que la préparation s'est affaiblie et malheureusement, on s'est retrouvé début 2020 mal préparé, notamment sur le sujet des masques, mais pas que sur la stratégie d'ensemble. C'est dommage. Et j'espère qu'une des leçons de cette pandémie sera qu'on inscrira comme une nécessité absolue de se préparer aux risques épidémiques, notamment en France, mais aussi en Europe, dans les années à venir. Il faudrait l'inscrire dans la loi, que ça devienne quelque chose qui soit suivi, comme on se prépare à d'autres risques. On se prépare bien à des guerres, il faut se préparer aux épidémies. Oui, ça veut dire quoi? Vous diriez qu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire, il faudrait prévoir quoi? Une cellule de veille permanente? Il faudrait par exemple une loi qui oblige la France à se préparer aux risques pandémiques, qui dise dans quelles conditions c'est fait, qui s'en occupe, qui prépare la stratégie, qui organise, qui crée les stocks, qui gère les stocks. Voilà, ça s'organise, hein. Oui, il va y avoir une fin à cette pandémie. Vous le dites dans le livre, difficile de dire la date, mais à quel moment on va pouvoir dire ça y est, c'est fini? Ça pourrait peut-être s'estomper. Un jour, on en parlera moins. Vous-même, les médias, on sera passé à autre chose, dans l'esprit des responsables politiques également. C'est d'ailleurs là qu'il y aura le risque de l'oubli. Mais dire précisément comment ça va se terminer, ce que je ne pense pas, ça c'est sûr, c'est qu'on ne parviendra pas à éradiquer le coronavirus, parce que c'est un virus qui circule dans le monde animal et il ne faut pas rêver de se débarrasser des coronavirus. Donc vous dites qu'il faut cohabiter avec ce virus. Voilà, et donc avec d'éventuels nouveaux variants qui émergeraient, source d'une nouvelle épidémie, donc à laquelle il faut se préparer. On avait eu une épidémie en 2012, on en a eu une en 2003, le SRAS. Et voilà, on a un nouveau coronavirus, il faut se préparer au prochain. Et il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi les virus grippaux qui peuvent être particulièrement dangereux. Oui, alors vous racontez dans ce livre l'histoire, la grippe espagnole, 50 millions de morts. Est-ce qu'on a tiré les leçons de tout ça? Parce qu'il y a eu, après évidemment, il y a eu le sida et d'autres virus. Alors, il y a eu des petites leçons de tirer. Par exemple, le fait qu'on ait créé le règlement sanitaire international et la notion d'urgence de santé publique de portée internationale, c'est bien un résultat du sida, du SRAS, etc. Mais c'est vrai que de là à passer à une organisation mondiale de la préparation au risque pandémique et dans les pays à une véritable préparation, c'est une autre étape. Oui, vous dites qu'il faut bâtir le monde d'après. Vous participez à cette idée que le monde ne sera plus comme avant? Je participe à l'idée que face aux épidémies, c'est déjà une difficulté d'être 194 États membres souverains, jaloux de leur souveraineté, qu'il vaudrait mieux un gouvernement mondial pour face à ce type de risque. Ça permettrait aussi d'ailleurs de résoudre quelques conflits internationaux, peut-être en passant. C'est pas l'OMS qui peut remplir cette mission? L'OMS, c'est une agence de l'ONU qui, bien sûr, a des capacités techniques, des compétences, mais qui est une organisation politique où, en fait, ce sont les États membres qui décident. Et les États membres ne donnent à l'OMS le pouvoir qu'ils veulent bien, ils lui donnent que le pouvoir qu'ils veulent bien lui donner. C'est-à-dire pas beaucoup de pouvoir. Oui. Vous dites, au fond, cette pandémie nous renseigne de nos faiblesses. Oui, je pense que face à un virus qui ne connaît pas de frontières, une de ses faiblesses, c'est justement la notion de frontières. Parce que, évidemment, ça crée des incohérences dans l'action, ça limite les possibilités de décision, etc. Oui. Pourquoi vous dites que c'est un ouragan? Quelque part, ce mot est très fort. Alors, ouragan, parce qu'il y a le côté soudain. En même temps, c'est un petit clin d'œil, parce que finalement, santé, ouragan, ça ne va pas tellement ensemble. Mais au bout du compte, ça a eu un effet, justement, ça a déstabilisé non seulement le monde de la santé, bien sûr les malades, mais aussi le système économique, le monde social, etc. Ça a eu un effet dévastateur. Ça n'a pas détruit les infrastructures, les murs ne sont pas tombés, mais malgré tout, il y a eu un effet de souffle sur beaucoup d'activités dans le monde. Oui, et pourtant, je le redis, et vous le dites dans ce livre, vous n'avez pas été surpris. Et vous dites, au fond, on savait que ça allait arriver, même si on s'interroge encore sur l'origine de ce virus. Oui, on savait que ça allait arriver parce qu'il y a un côté répétitif, si vous voulez. Le sida, l'encéphalopathie spongiforme bovine, le SRAS en 2003, comme vous l'avez dit, MERS, Zika, la grippe H5N1, la grippe H1N1. Ouais, il y a un côté répétitif de l'émergence des virus. Tout ça est facilité probablement par le fait qu'on est plus nombreux, que les animaux sont plus nombreux, qu'il y a une grande interaction entre les hommes et les animaux, notamment dans les zones de déforestation. Donc, si vous voulez, que les techniques d'élevage se sont sophistiquées, parfois des rassemblements d'élevage d'oiseaux, de cochons, tout ça favorise l'émergence de nouveaux virus. Et donc, faire la prédiction qu'émergera un nouveau virus dangereux, c'est pas être grand clair, hein.
Oui, ça veut dire que le politique doit comprendre désormais le sanitaire. Par exemple, ne pas détruire, comme il l'a fait, des millions de masques qui avaient été mis de côté par Roselyne Bachelot quand elle était ministre de la Santé, oui, par Xavier exemple. Bertrand, puis Roselyne Bachelot. Oui, tout à fait. Ça a été dommage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été dommage. On avait constitué un stock de 1,9 milliard de masques, justement pour pouvoir les donner à tous ceux qui seraient exposés, les professionnels de santé, les policiers, tout le monde, au moment où se déclencherait l'événement. Et effectivement, on découvre qu'en janvier 2020, masque, on ne n'est plus. Il n'y en avait plus, ou pratiquement plus. C'est un problème. Oui. C'est un problème. Ça a coûté très cher, évidemment, cette pandémie. Mais vous dites qu'il faudra quand même investir dans la santé. Il faudra revoir le système hospitalier. On a énormément investi et c'était très bien. Il fallait le faire pour soutenir les activités économiques, les restaurateurs, des tas d'activités, etc. Il fallait le faire, c'était très bien. Mais proportionnellement, le jour où on mesurera quel a été l'investissement pour, je dirais, renforcer le système de santé publique, je ne parle pas des hôpitaux, système de santé publique pour les tests, pour etc., le dépistage, on va s'apercevoir que la somme consacrée à la santé publique est restée assez faible, je pense. Oui. Finalement, ce virus aurait pu être encore plus mortel, même s'il l'a été. Ça aurait pu être encore pire. On a échappé à quelque chose. Quand vous voyez aujourd'hui, quelque part, une sorte de liesse, vous parliez tout à l'heure d'un après-guerre, quelque part, des gens, vous vous dites, attention, on n'a peut-être pas tout vu. Écoutez, la situation, ce qui vient de se passer en Inde, là, il y a quelques mois, où la Kumbh Mela, des rassemblements politiques, et tout d'un coup, catastrophe, des dizaines de milliers de décès. On voit bien qu'il faut être quand même prudent. Il faut être prudent parce que le virus peut nous réserver quelques surprises. On ne sait pas quel est aujourd'hui son potentiel de variation. Quelle est sa marge de manœuvre en termes d'évolution génétique? On ne le sait pas vraiment aujourd'hui. Oui, on l'avait dit au début, ce virus tel qu'il est constitué ne peut pas venir d'un laboratoire. C'est un virus naturel. On a entendu ça de la part de spécialistes qui d'ailleurs très souvent se contredisaient entre eux. Aujourd'hui, il s'avère que la piste d'un virus échappé du laboratoire chinois est possible. L'accident de laboratoire est une possibilité très peu probable, mais c'est une possibilité. Mais le plus probable reste que ce soit un virus passé du monde animal à l'homme en dehors d'un laboratoire. Pour démontrer, ou plutôt éliminer cette hypothèse, il faudra, et peut-être les Chinois l'ont fait ou vont le faire, je ne sais pas, une inspection très approfondie des laboratoires concernés, qui est une inspection de caractère policier. Il faut aller regarder dans les congélateurs, typer tous les virus. C'est pas de la veille, parce que les Chinois ne veulent pas. Ça, c'est clair je ne sais pas, peut-être ils l'ont fait, je ne sais pas. Oui, il faut faire confiance aux autorités chinoises. Je ne sais pas, mais on verra ce que donneront les enquêtes du renseignement américain qui, dans 3 mois, sont censés produire un rapport sur ce que savent les Chinois. Et professeur, il y a 2 jours, vous étiez à Cotonou? Oui, on aide le ministère de la Santé pour la construction d'un CHU à Cotonou, à côté de Cotonou. Oui, quelle situation en Afrique, à Cotonou en particulier, concernant notamment les vaccins? Alors, les vaccins, les tests, c'est très bien organisé à l'aéroport. Quand on arrive, les vaccins, il manque de vaccins. Donc c'est très important, la décision de faire en sorte que les pays en Afrique aient des vaccins en quantité suffisante dans les mois qui viennent, c'est capital. Oui, mais on dit que ça ne sera pas suffisant, parce qu'1 milliard de vaccins donnés par les pays dits riches, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, mais ce serait déjà bien de pouvoir vacciner les professionnels de santé, les personnes les plus à risque. Voilà, c'est quand même une démarche extrêmement importante. Oui, que va changer cet hôpital à Cotonou ? Il va permettre, je pense, à la population d'avoir accès à des soins de meilleure qualité, plus sûrs. C'est un progrès considérable, cet hôpital. Oui, et d'autres projets dans l'Afrique? Oui, d'autres projets en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Nous avons des projets au Mozambique, oui, des projets dans plusieurs pays. Vous diriez que l'Afrique est prête à faire face encore? Écoutez, pour l'instant, il a eu la chance, sauf l'Afrique du Sud, le Kenya, il a la chance de ne pas être frappé de manière massive par le virus, mais il faut se méfier, parce que, on l'a vu en Inde, il faut se méfier d'un variant qui se développerait plus rapidement. Donc je pense que faire en sorte que les Africains aient accès à des vaccins, c'est capital. Oui, et il faut plus de solidarité. Voilà, capital pour eux, capital pour nous. Oui, c'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Parce que, si vous voulez, l'affaire est globale. C'est-à-dire que la pandémie, c'est un phénomène mondial. C'est pas le tout d'être protégé. Les gens circulent. C'est pas le tout d'avoir une petite communauté protégée. Ce qu'il faut, c'est que c'est la population mondiale qui soit protégée le mieux possible. Merci, professeur Didier Houssin. L'ouragan sanitaire. Donc, votre livre est publié chez Odile Jacob. Comment sortir de la pandémie du Covid-19 et surtout préparer l'avenir. Merci d'avoir été notre invité.